Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, chers collègues, merci de nous accueillir sur un thème avec lequel sans doute peu d'entre vous sont encore familiers, en dépit de sa continuité de plus en plus évidente avec la chirurgie néonatale, et de nous accueillir également en tant que représentant de l'hôpital Necker Enfants Malades, qui regroupe depuis tout récemment sous la nouvelle dénomination de DMU, Département Médical Universitaire, une maternité, un service de médecine fœtale que j'ai l'honneur de diriger et des services de chirurgie infantile et également de médecine qui concourent dans un programme ambitieux, PACT, qui est la prise en charge des anomalies congénitales et leur traitement depuis l'âge fœtal jusqu'à l'adolescence. Alors, je vais un petit peu planter le décor. Nous allons vous proposer aujourd'hui, d'une part, d'essayer de percevoir la difficulté de l'information, du recueil de consentement et surtout de l'évaluation des thérapeutiques chirurgicales fœtales, d'une part. Ça va être mon rôle cet après-midi. Et ensuite, nous aborderons divers aspects de cette chirurgie fœtale. L'aspect le mieux démontré par une étude randomisée, parfaitement conduite et satisfaisante, et puis des thérapies un petit peu plus innovantes, parce que l'innovation reste un mot-clé de cette chirurgie, de par l'hétérogénéité des présentations et des malades et de leurs maladies, qui doit rendre à chaque fois inventif et malgré tout imposer une chirurgie qui est mal encore systématisée le plus souvent. Alors, un petit mot d'histoire. La thérapie fœtale, médicale et chirurgicale a une cinquantaine d'années, mais les règles à suivre pour poser une indication de chirurgie fœtale ont été posées en 1982 dans un tout petit séminaire animé par Michael Harrison, un chirurgien pédiatre passé dans la légende, et qui ont défini entre chirurgiens et avec également l'aide d'éthicistes des critères assez stricts. D'abord, une grossesse singleton, sauf si le problème vient de la cohabitation de deux jumeaux, ce que nous verrons un petit peu plus tard. Une vraie adhésion familiale, ça c'était le terme anglo-saxon, l'interlocuteur légal en France c'est la femme enceinte, c'est elle qui doit adhérer au projet, une équipe multidisciplinaire et un avis éthique favorable, un plateau technique pour la suite parce que la chirurgie in utero n'est que le début du début et la prise en charge sera bien entendu spécialisée et pédiatrique. Un diagnostic précis et surtout une physiopathologie connue avec une histoire naturelle qui est anticipable. Parce que, on le verra, le principe de la chirurgie fœtale, c'est avant tout d'empêcher une évolution défavorable jusqu'à être létale ou entraîner des lésions irréversibles, y compris lorsque celle-ci serait prise en charge par les meilleures équipes à la naissance. Donc c'est une évolution pendant la grossesse qu'on veut bloquer, sinon guérir, jusqu'à la naissance pour que le relais soit pris dans de bonnes conditions avec un meilleur pronostic par les chirurgiens pédiatres. C'est tout à fait fondamental. Donc pas de traitement postnatal adapté à cette forme clinique. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va poser l'indication d'intervenir in utero. Et donc ceci va s'appliquer essentiellement à ce que les pathologistes appellent des séquences malformatives. Vous avez une première lésion, qu'elle soit embryonnaire ou ensuite que ce soit une contrainte assez précoce dans la vie fœtale. Et cette première lésion ou cette contrainte va entraîner une cascade d'événements, une cascade d'obstacles dans le développement normal du fœtus. Et à chaque obstacle présenté va pouvoir s'attacher un risque de mortalité. Par exemple, toutes les compressions importantes intrathoraciques vont empêcher les poumons de se développer et quand bien même vous traiteriez la tumeur ou la hernie diaphragmatique parfaitement bien à la naissance, si ce fœtus n'a pas eu de croissance pulmonaire, il mourra d'hypoplasie pulmonaire ou d'hypertension artérielle pulmonaire sévère. Voilà un exemple, mais c'est un peu le principe. Alors, tout ça repose bien sûr sur le diagnostic prénatal et essentiellement sur l'imagerie. Et on a trop longtemps assimilé le diagnostic prénatal au passage du Styx pour emmener ces fœtus mal formés vers l'interruption de grossesse. Ça n'est plus le cas depuis bien longtemps. Vous voyez que dès 1993, on voit que le diagnostic prénatal progresse beaucoup plus dans le diagnostic des malformations que le nombre d'interruptions de grossesse dans le même pays qui ici est la France. Et il existe des thérapies fœtales, on va en parler, dans les grossesses monochoriales compliquées,
Dans les épanchements pleuraux compressifs, donc avec les risques dont je parlais, plus celui de l'insuffisance cardiaque par compression cardiaque, dans les myéloméningocèles, on en parlera également, dans les arythmies avec anasarque, dans les sténoses aortiques critiques qui vont pouvoir entraîner une hypoplasie du cœur gauche, dans la hernie diaphragmatique congénitale, ces deux derniers ont un point d'interrogation parce qu'elles sont globalement un petit peu toujours sous le feu de l'évaluation. Alors, pour vous donner une idée, dans une année de parcours de soins après un diagnostic prénatal à Necker, sur un petit millier de patientes, vous voyez qu'on en rassure, ou une simple surveillance sera suffisante pour une grosse moitié d'entre elles. Une petite minorité ne sera malheureusement accessible qu'à des soins palliatifs lorsque cette femme et le plus souvent sa famille ne demandent pas d'interruption de grossesse. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est la proportionnalité, l'équivalence entre le nombre de cas qui vont pouvoir bénéficier éventuellement d'une thérapeutique fœtale, qu'elle soit médicale ou surtout chirurgicale, ce qui est à peu près notre recrutement annuel, 200 à 250, et le nombre de demandes d'interruption de grossesse, parce que ces indications sont à peu près de gravité, de pronostic dans leur histoire naturelle, tout à fait équivalents. Et donc, c'est un croisement où, lorsque techniquement ce sera possible, un certain nombre de femmes vont prendre la décision d'essayer d'intervenir in utero, et d'autres préféreront interrompre la grossesse, et ceci après avoir été rentrées dans un conseil multidisciplinaire pour lequel la synthèse est toujours faite par le spécialiste de médecine fœtale. Alors, une autre notion, très rapidement, pour vous dire que cette chirurgie fœtale, eh bien, elle peut relever de l'urgence. Elle peut relever de l'urgence quand le fœtus est en insuffisance cardiaque et que cette insuffisance cardiaque est préterminale à cause d'une compression cardiaque, d'une tamponnade ou d'un épanchement pleural très compressif ou d'une anémie extrêmement sévère. Là, on sort un petit peu de la chirurgie, ça reste invasif, mais on sort un peu de la chirurgie, ou d'un hydramiose, donc d'un excès de liquide amniotique tel qui va menacer de faire accoucher cette femme à un terme, bien sûr, totalement incompatible avec la moindre survie décente. Donc, le rationnel des indications de ces thérapeutiques intra-utérines, elles découlent de ce que je vous ai dit sur les séquences malformatives. Et vous avez donc l'hernie diaphragmatique pour prévenir l'hypoplasie pulmonaire et l'HTAP. Dans le myéloméningocèle, eh bien, c'est Cyril James, neurochirurgien Necker, qui va vous en parler, mais ce que l'on fait, c'est qu'on essaye d'éviter la double agression, d'une part de la malformation embryonnaire et d'autre part de la deuxième vague d'agression qui est celle du liquide amniotique sur des méninges exposés à cette agressivité chimique. Dans les grossesses monocoriales, donc des jumeaux ou des triplés qui partagent le même placenta, il va y avoir des transferts de sang et des différences de pression énormes entre les fœtus qui vont pouvoir être tout à fait létales. De même, dans les choriangiomes placentaires, c'est également une pathologie vasculaire et l'objectif sera de dévasculariser cette tumeur pour éviter un passage dans l'insuffisance cardiaque. La même chose pour le tératome sacrococcygien. Les masses intrathoraciques, c'est là encore, d'une part, la prévention de l'hypoplasie pulmonaire ou la réversion de l'insuffisance cardiaque. Dans les obstructions urinaires basses, un champ d'exploration dont vous parlerons deux de nos étudiants en master tout à l'heure pour essayer de venir à bout des obstructions urinaires basses qui détruisent les reins et par l'anamniose qu'elles entraînent peuvent également entraîner une hypoplasie pulmonaire. Les malformations cardiaques, c'est Julien Stirnemann qui vous parlera des possibilités thérapeutiques pour bloquer l'évolution vers l'insuffisance, l'hypoplasie du cœur gauche dans les sténoses aortiques critiques et les brides amniotiques. Ce sont des adhérences finalement intra-utérines sur lesquelles le fœtus vient s'abîmer, se couper, avoir des constrictions et on peut également les lever. Alors, ce sont avant tout des thérapeutiques innovantes. Elles sont toujours innovantes, je vous l'ai dit. Le rationnel est basé sur la physiopathologie. Chaque cas est un petit peu unique. Il n'y a pas de groupe homogène de patients, très peu. Le phénotype est très variable. Il y a souvent des malformations multiples. Et donc, il faut s'adapter. Et il faut adapter également une sorte de boîte à outils qui est maintenant essentiellement endoscopique pour pouvoir proposer une intervention salvatrice sur une étape clé de cette séquence malformative et pour l'empêcher d'arriver jusque-là. Légalement et éthiquement, notre interlocuteur, c'est la femme enceinte, elle l'est par la loi française, et c'est également, puisque ce fœtus est gigogne dans son ventre, c'est bien sûr à travers elle, dans tous les sens du terme, qu'il faut passer, et non seulement son accord, mais son adhésion enthousiaste est absolument nécessaire. Et puis, il y a un malentendu thérapeutique qu'il faut bien élucider. Nous sommes là pour ça, donc nous avons un intérêt scientifique et un enthousiasme à opérer ces fœtus qui est tout à fait réel. Il faut bien entendu différencier ça
de notre but. Notre but, c'est de proposer la meilleure voie, le meilleur parcours de soins en fonction de ce que cette femme et cette famille attendent et demandent. Donc c'est un consentement explicite. Le CCPPRB ou le CPP maintenant n'est nécessaire que quand on passe à une phase au-delà de l'innovation et qui est une étude de reproductibilité ou d'efficacité ou d'évaluation des effets secondaires. Et l'innovation chirurgicale va devoir à un moment se heurter probablement à l'obstacle de la validation par une étude randomisée lorsqu'existe que la courbe d'apprentissage a déjà été faite et que ce qui va être proposé est compatible avec ce que peuvent accepter ces femmes enceintes. Quand il existe un principe d'équivalence, je reviendrai là-dessus, le principe d'équivalence ou équipoise, qui est un terme qui a été inventé par Benjamin Friedman, un éthiciste canadien au début des années 80, qui est une équivalence clinique, c'est-à-dire globalement, vous avez autant de praticiens spécialistes qui pensent que votre innovation va être utile et autant qui pensent que être conservateur est tout aussi efficace. Et à ce moment-là, qu'il faut évaluer cette thérapeutique. Ça pose des problèmes, on y reviendra sur un exemple concret par rapport à la préférence des patients, surtout à l'âge d'Internet et de la mondialisation de l'information et des possibilités d'échappement éventuellement à la randomisation. Donc globalement, il existe des règles de chirurgie pédiatrique qui ont été établies depuis bien longtemps sur l'innovation en chirurgie. D'abord faire la preuve de concept avec un modèle animal absolument s'il est disponible. Ça n'a par exemple jamais été le cas pour les grossesses monocoriales, compliquées, puisque les seules grossesses monocoriales animales sont celles du tatou de l'armadillo à 9 bandes et qui, outre le problème de la perceuse qu'il faudrait pour rentrer dans sa carapace, ne propose pas un modèle satisfaisant de la pathologie humaine dans ce type de problème. Ensuite, on passe au traitement des premiers cas humains avec un bon rationnel. Et la phase de développement, une petite cohorte bien phénotypée, qui doivent être passées à la revue par les pairs et être publiées. Et puis ensuite, une phase d'évaluation, au mieux par un essai clinique randomisé. Moins de 20% des thérapies fœtales ont été jusqu'à cette phase. Et le plus souvent, il s'agit d'observations de cohortes bien documentées. Donc dans cette élaboration des choix, nous sommes bien loin de l'attitude américaine qui consiste à expliquer tout et jusqu'aux complications les plus exceptionnelles, d'obtenir une signature en bas de la page et ensuite tout ou rien peut arriver, chacun reste dans son camp. La solution qui a été choisie en Europe en général et en France en particulier, c'est le choix partagé. Le choix partagé, c'est que le rationnel thérapeutique reste dans les mains du médecin et ce rationnel est présenté de façon intelligible, compréhensible à cette femme enceinte et on évalue ensemble si cette option thérapeutique est compatible avec le projet thérapeutique d'une part et surtout le projet familial de cette femme et bien sûr de sa famille. Donc ce soit partagé, les mots-clés, c'est les priorités de la patiente qu'elle doit exprimer en termes de ce qu'elle peut tolérer comme risque pour la grossesse, comme risque pour les complications chez l'enfant à naître, et donc les options acceptables qu'on peut lui proposer. On doit s'assurer, nous, que tout ça est bien compris, y compris en prenant des analogies, des exemples qui n'ont pas grand-chose à voir avec la pathologie, et qu'elle est non seulement adhérente au projet, mais qu'elle est partie prenante dans ce choix, et surtout lui donner suffisamment de temps, donc en dehors des rares urgences dont je vous ai parlé, il y a le temps pour cette patiente pour réfléchir à cette acceptabilité. Dans l'évaluation de ces thérapeutiques fœtales, on a des particularités qui sont des petits effectifs, des phénotypes hétérogènes, même pour une même maladie, parce qu'on les diagnostique à un moment différent de la grossesse, et le retentissement de cette séquence malformative peut avoir été très différent d'un fœtus à l'autre, en particulier la fonction rénale en cas d'uropathie obstructive basse. La variabilité des pratiques, les comorbidités, en particulier le problème de la croissance fœtale et de l'âge gestationnel à l'accouchement, et comment juger de l'efficacité. Qu'est-ce qui est un succès pour un chirurgien et qu'est-ce qui va être un succès pour une famille? Ça n'est pas toujours la même chose, et l'issue favorable ou défavorable, cette définition est très extensible, bien entendu, dans la morbidité, y compris si, bien entendu, l'enfant survit à la chirurgie. Donc, dans la hiérarchie des niveaux de preuve,
l'idéal est d'arriver jusqu'à des méta-analyses d'études randomisées. Le plus souvent, on s'arrêtera à des études contrôlées bien conduites sans randomisation. Il y a 2 études en prénatal en général qui ont changé les pratiques, celle de la corticothérapie pour maturer les poumons du prématuré anticipé, ça c'est clair, et puis le traitement fétoscopique du syndrome transfuseur-transfusé, dont Claire Coleman va vous parler à travers une étude randomisée. C'est devenu l'état de l'art dans cette pathologie. Pourquoi? Parce que la gravité fonctionnelle, elle n'est pas malformative, elle est fonctionnelle dans cette pathologie et elle est réversible par le traitement entièrement. Ce traitement est relativement simple et il est complètement standardisable et il y a une faible morbidité fœtale et maternelle et donc cette reproductibilité ont fait que ce traitement qui a bénéficié de cette étude randomisée en 2004 est devenu très rapidement, 4 ans après, le traitement universellement proposé dans cette pathologie. Il y a des études randomisées qui ont été publiées avec succès, en particulier la chirurgie intra-utérine de méningocoque dont va vous parler Cyril James, avec succès, c'est-à-dire qu'on gagne un certain nombre de niveaux moteurs en opérant in utero plutôt qu'après, mais aujourd'hui l'acceptabilité de cette chirurgie n'est pas bien grande. Pourquoi? Parce qu'on ne guérit pas, bien sûr, du spina bifida. C'est une intervention qui est difficile techniquement. Donc, il existe toujours des séquelles et une absence de guérison. Et puis, la chirurgie initialement démontrée comme efficace dans ce papier du New England est une chirurgie à utérus ouvert qui est bien souvent inacceptable à la fois par les femmes enceintes et aussi par les chirurgiens eux-mêmes parce qu'elle est mutilatrice et qu'elle est grevée d'une morbidité immédiate et dans les grossesses ultérieures avec un risque de placenta accreta qui n'est pas négligeable. Donc ces études sont difficiles à mener à terme. Les difficultés du recrutement sont tout à fait importantes parce que je vous ai montré que ces indications étaient les mêmes que celles de l'interruption de grossesse, globalement, lorsqu'elle est demandée. Et donc l'alternative de l'interruption de grossesse et l'inacceptabilité du placebo, ces deux-là sont vraiment tout à fait liés parce qu'une femme qui porte un enfant avec une malformation létale et qui ne veut pas interrompre sa grossesse, si vous lui parlez d'attendre la naissance pour savoir si ça ira mieux ou de lui proposer un placebo, eh bien elle n'adhère pas. Et tout ceci fait la difficulté des études randomisées. Par exemple, cette étude randomisée qui avait pour but, dans les obstructions urinaires basses, de placer une dérivation, dont vous parlera Nicolas Vinit juste après, une dérivation entre la vessie et le liquide amniotique pour que la vessie puisse se vider, qu'il n'y ait pas de retentissement de l'obstruction sur les reins ni sur les poumons en gardant un volume de liquide amniotique normal autour du fœtus, eh bien, la randomisation était drain pendant la grossesse ou traitement postnatal. Dans les formes sévères, il était prévu d'enrôler 200 femmes, 30 ont accepté. Et de ces 30, ont été tirées des informations qui sont les mêmes que les grandes séries observationnelles, c'est-à-dire que si on met un drain, la survie est meilleure, la fonction rénale, nous n'avons pas idée si elle est améliorée ou pas chez les survivants. Voilà, bien peu de résultats. Alors pour finir, je voudrais vous faire part d'une problématique en cours. Le pronostic de la hernie diaphragmatique, peu importe les détails, il est fonction du volume pulmonaire contralatéral à la hernie tel qu'on peut l'apprécier soit par échographie, soit par IRM prénatal. Parce que l'IRM et l'échographie sont nos deux outils qui sont devenus indissociables. Et quand je dis indissociable, ce n'est pas l'un ou l'autre, on a besoin des deux, les informations sont complémentaires. Et donc, lorsque l'on anticipe que le poumon restant contralatéral à la hernie est petit, et a fortiori si le foie monte dans l'abdomen, les taux de survie de cette maladie sont dramatiques. Vous voyez que lorsqu'on n'a même pas moins de 15% d'un volume pulmonaire observé sur attendu, eh bien la survie elle est de quelques pourcents. Lorsqu'on a moins d'un quart de volume pulmonaire observé sur attendu, eh bien la survie monte péniblement à 25%, et c'est ce qu'on appelle ici les formes graves. Alors quand on parle des formes intermédiaires, ça n'est pas non plus une sinécure. Quand vous avez jusqu'à 35% de volume pulmonaire observé sur attendu, la survie est de 60%, et lorsque vous avez presque la moitié du volume observé sur attendu, de ce qu'on attendrait, eh bien vous montez à 80%, et enfin, au-delà de ça, bien sûr, on n'a plus un problème de survie. Et c'est ce qu'on appelle ici les formes intermédiaires. Quand le foie est intrathoracique, c'est un organe dont la densité aggrave la compression pulmonaire et le risque d'hypoplasie pulmonaire, eh bien vous voyez que ces chiffres sont d'autant plus pessimistes. Et donc ces formes sévères, petits poumons restants, foie intrathoracique, sont des formes dont la survie sans traitement
fait demander une interruption de grossesse à une très très grande proportion de femmes concernées, et elle est bien entendu acceptable. Alors, a été mis au point par l'équipe de Yann de Prest en Belgique il y a une vingtaine d'années, sur l'observation d'abord d'une malformation embryologique qu'on appelle le chaos, qui est une sténose trachéale pour lesquelles les fœtus ont d'énormes poumons, et d'autre part par une expérimentation chez la brebis, on s'est aperçu qu'en obstruant la trachée temporairement à la phase canaliculaire du développement pulmonaire, on allait entraîner une augmentation rapide de ce volume de poumons, et si cette intervention est limitée dans le temps, c'est-à-dire qu'on va ensuite enlever ce ballon, on le laisse pendant 4-5 semaines et on l'enlève, eh bien les poumons seront en plus fonctionnels, donc on va lutter contre l'hypoplasie pulmonaire. Je vous passe l'histoire de cette chirurgie qui a fait d'abord opérer Michael Harrison comme il aurait opéré un enfant, c'est-à-dire qu'il ouvrait l'utérus de la mère, sortait l'enfant, il mettait un patch où il réparait la hernie diaphragmatique et il remettait l'enfant dans l'utérus. Elles ont toutes, quasiment toutes, avorté ou accouché de façon prématurissime. Donc on a mis un frein à tout ça et on est passé à une notion très importante qui est de préparer la chirurgie pédiatrique à la naissance. Et pour bien préparer cette chirurgie pédiatrique, il faut lutter contre l'hypoplasie pulmonaire. Ce qui est fait en déposant ce ballon. Alors pour ça, il faut endormir le fœtus, il faut l'intuber avec un endoscope in utero et il faut aller gonfler un ballon au-dessus de la trachée. Cette contrainte technique, elle est maîtrisée. On donne d'abord, bien sûr, dans tous ces gestes, on donne une anesthésie générale au fœtus. On pique ici dans son cordon ombilical et on lui donne du fentanyl et ensuite éventuellement une immobilisation. Mais c'est vraiment l'anesthésie qui est, tout à fait fondamentale là-dedans. Et on rentre ensuite avec l'endoscope. On va rentrer, peut-être qu'on va rentrer. Bon, bah tant pis, je vais vous montrer comment on sort, c'est pareil. Donc, une fois que ce ballon a été posé, 5 semaines plus tard, on y retourne par la même voie, on intube ce fœtus. Alors, on repère son palais, on repère le rafet, ça c'est la langue ici avec ses papilles. On descend le long du rafet médian, voilà. On va descendre, passer la glotte, aller charger l'épiglotte, ici, voilà, vous allez voir, les cordes vocales, à gauche. Voilà la trachée, on descend, ça c'est le ballon qui a été posé 4 semaines plus tôt, et on va l'enlever. Donc c'est un aller, un retour à 5 semaines d'intervalle. Et puis, quelquefois, on ne peut pas enlever ce ballon parce que le travail commence, et les membranes sont rompues, le travail commence, et on passe alors sur une autre forme de chirurgie qui n'est ni fétale ni pédiatrique, elle est les deux, c'est la chirurgie d'exit, c'est-à-dire que ce fœtus, vous voyez, on sort juste sa tête, il dort, il est aussi curarisé, il est supporté par son oxygénation, dépend de son placenta, on n'a pas coupé le cordon, et on fait cette chirurgie en perpartum. On le fait pour ceci, pour enlever le ballon. On le fait pour les grosses tumeurs de l'oropharynx. Quand le fœtus ne va pas être intubable, on peut faire une trachéotomie avant de faire naître l'enfant. On l'a fait également en posant un pacemaker chez un fœtus d'une mère lupique qui était en insuffisance cardiaque en battant à 40 depuis plusieurs semaines. Et Pascal Vouet a posé un pacemaker dans ces conditions. Alors, le bénéfice-risque, bien sûr, pour revenir est concentré sur la fin qui est la hernie diaphragmatique. Le bénéfice-risque des séries observationnelles. Eh bien, la série observationnelle est large parce que le consortium Feto, dans sa première approche, avait pas mal de choses. Donc, vous voyez qu'en bleu, c'est la survie après intervention dans les formes sévères. Alors, on a du mal à dire à une femme dont le volume pulmonaire du fœtus est inférieur à 15% qu'on ne sait pas bien ce qui va se passer. Parce que ça peut difficilement être pire quand on ne fait rien, et dans les séries observationnelles, c'est quand même un net bénéfice de cette chirurgie. Dans l'autre plateau de la balance, il ne faut pas oublier, on peut accoucher avant 32 semaines, la survie n'est pas bien glorieuse, elle va être 25%, mais si on passe ce cap de 32 semaines et un ballon qui est resté 4 semaines, eh bien on passe à 60%, là où on attendrait eh bien même pas 30% de survie. Donc bâti là-dessus, il y a 2 études randomisées en cours. Une étude randomisée sur les formes sévères, pour lesquelles on va poser ce ballon à 28-30 semaines jusqu'à 34. Et là, ce qu'on attend, c'est un effet sur la survie très nettement qui est absolument pathétique ici.
Et puis une étude sur les formes intermédiaires, où là, c'est pas tant la survie qui est en jeu que la morbidité. Est-ce qu'on va avoir moins d'hypertension artérielle pulmonaire, qu'on va rester moins longtemps en réanimation? Les suites chirurgicales seront-elles meilleures? Donc voilà, le rationnel de cette étude sur les formes intermédiaires, dont Necker est le principal investigateur pour la France, c'est une étude internationale, dont le PI principal est Yann Deprest, elle a un rationnel solide, et cette étude a débuté en 2012, ça n'est pas trivial. Une étude qui se poursuit sur 8 ans, c'est très difficile à tenir parce que bien sûr, ailleurs dans le monde, d'autres personnes utilisent cette technique sans passer par cette étude. Les femmes le voient sur Internet, des articles sont publiés. Et d'ailleurs, une étude randomisée a été publiée dans ces formes sévères qui tente à montrer une survie 4 fois plus importante lorsque le geste est réalisé. Et puis, plus récemment encore en 2016, une revue systématique de la littérature dont l'auteur principal est l'investigateur principal de l'étude internationale qui suggère, par cette méthode qui n'est pas une étude randomisée, et pendant l'étude randomisée en cours, qui montre que la survie attendue dans les formes sévères est bien meilleure. Donc nous nous sommes trouvés à Necker très récemment dans une situation où il n'y avait plus d'équipoise. Rappelez-vous ce terme de nos cousins canadiens. Il n'y avait plus dans notre équipe d'équipoise. On ne pensait plus qu'il faille faire cette étude dans les formes sévères et nous avons décidé d'en sortir. Donc nous continuons à participer à l'étude randomisée des formes intermédiaires, nous ne participons plus aux formes sévères et nous proposons aux femmes qui le demandent, après information, de poser un plug. Ceci nous a attirés et continue à nous attirer tous les ennuis du monde sur un plan réglementaire, bien entendu, parce que nous sommes sortis de cette étude. Donc pour finir, vraiment c'est une promesse, l'équipoise, je vous rappelle, l'équipoise clinique, la moitié des experts pour, la moitié des experts contre, c'est intéressant pour nous, ça n'est pas l'équipoise patient. Et c'est très difficile, bien entendu, de rendre les deux compatibles. Et quand est-ce que l'équipoise clinique disparaît? Alors, peut-être le seuil arbitraire du petit p inférieur à 0,05 d'une étude, mais est-ce que c'est audible par des patients? Et quand analyser les données, je ne voudrais jamais être, et vous non plus, le dernier patient inclus dans un essai randomisé. Donc le conflit soignant versus chercheur, c'est le conflit fondamental. Je crois qu'il ne faut pas quitter des yeux que notre devoir, et en particulier avec la forme du choix partagé, c'est d'accompagner ces familles dans la direction qu'elles souhaitent en leur apportant à ce moment-là les meilleurs soins. Et il existe des méthodes qu'on n'a malheureusement pas utilisées ici, qui est la randomisation adaptative. C'est-à-dire que quand vous avez une thérapeutique vraiment révolutionnaire, au début vous faites randomiser 1 pour 1, mais quand vous voyez que ceux qui ont, donc vous levez ensuite l'anonymat très rapidement, quand ceux-ci ont survécu, vous enrichissez la randomisation en options thérapeutiques. Et ensuite, à la fin, il ne reste presque plus que la thérapeutique. Donc il faut être imaginatif. Et surtout, l'alternative à l'essai randomisé doit être considérée dans les maladies létales. Les patients ne choisissent pas d'être inclus, c'est nous qui les incluons, et c'est une forme de paternalisme qui n'est pas très audible aujourd'hui. Et quand les praticiens sont ambivalents, vous voyez, une enquête américaine, dans une étude thérapeutique d'une maladie létale de l'adulte, sur 415 praticiens, 35% seulement adhèrent strictement au protocole. Donc ce principe d'accompagner les patients, on ne doit jamais le quitter des yeux, bien entendu. Et je finirai avec cette phrase de Benjamin Friedman dont je vous parlais en débutant cet exposé, qui a concrétisé ce principe d'équipoise, qui était un Canadien de McGill, et qui a dit, donc, l'utilisation des statistiques en recherche médicale a été comparée à une religion, ou est comparable à une religion selon la traduction. Elle a ses grands prêtres, les statisticiens, ses fidèles, les éditeurs et les chercheurs, et son orthodoxie, par exemple, de dire que le seuil de significativité, c'est un petit p inférieur à 0,05. Et je vous remercie de votre attention.